brillez pas dans mon théâtre. Vous faites peur aux enfants. Mais je la rase, moi, votre théâtre. Je vous prends tous un par un et je vous pète la nuque. Vous savez qui je suis, moi? Vous voulez le voir en colère, le chef de guerre? Vous croyez que vous pouvez le contenir? Elle m'intimide cette 5e saison. Si j'ai écrit tout le reste avec la tête et peut-être un peu le cœur, ça je l'ai écrit avec l'inconscient, comme un rêve retranscrit, totalement personnel et totalement involontaire. Ça, ce sont les mots d'Alexandre Astier dans la préface du texte intégral de Kaamelott, livre 5. Pour ma part, le livre 5 a une place toute particulière dans mon cœur. Ce n'est pas juste la saison que je préfère d'une série que j'adore. Non, c'est l'œuvre d'un autre qui me touche le plus par les apprentissages que j'en ai tirés. Alors on ne la reçoit pas tous de la même manière et de mon côté j'ai beaucoup de mal à exprimer pourquoi elle me touche autant. D'ailleurs ça fait plus de 3 ans, bientôt 4, que je vous parle de Kaamelott sur cette chaîne et pourtant, malgré plus de 50 vidéos sur le sujet, je n'ai jamais vraiment osé mettre des mots sur la fin de ce livre 5. Alors évidemment ce sont juste mes mots, ils ne valent pas mieux que les mots d'un autre et vous êtes libre d'en faire ce que bon vous semble. Salut c'est Sai et aujourd'hui je vais vous parler du théâtre fantôme dans Kaamelott. Quand est-ce qu'on arrive à Kaamelott? Oh, pas tout de suite. Kaamelott, c'est loin. Dans une interview pour le Petit Bulletin de Lyon en juillet 2020, voilà ce qu'Alexandre Astier a déclaré. Si j'ai envie d'en faire un truc noirissime dans le dernier épisode, avec un mec qui va dans un théâtre fantôme rencontrer des mecs qui n'existent pas et le menace de stérilité, puis que le mec ne le supporte pas, rentre chez lui, pète un plomb et se taille les veines, je le fais. Si le titre de l'épisode laissait déjà peu de place au doute, il est maintenant clair que le théâtre fantôme n'existe pas vraiment. Alors vous pouvez y voir un rêve, une hallucination, une vision ou de sombres pensées, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça se passe dans l'inconscient d'Arthur. Et celui qui l'a amené là, c'est Méléagant, celui qui accompagne Arthur durant sa dépression. Un guide qui privilégie les routes dangereuses et les détours. Car dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. Et alors qu'Arthur cherche ses enfants, alors qu'il cherche des réponses, Méléagant va lui imposer un détour supplémentaire avant de passer par le théâtre fantôme. Allez, je vais chercher la boisson, vous m'en direz des nouvelles. C'est avec ça que je me démolis la tronche depuis 25 ans. J'ai l'impression que je suis déjà venu ici. Quand Arthur se retrouve face à son père adoptif qu'il n'a pas revu depuis une éternité, il se retrouve confronté à l'enfant qu'il était, un petit garçon joyeux et curieux de tout qui n'arrêtait pas de parler. Cet enfant, Arthur l'a perdu en chemin, et d'une certaine manière, il a oublié qui il était. Même s'il porte toujours le médaillon dogma, Arthur parle moins. Il ne terrasse plus ses ennemis par l'éloquence, et il troquerait bien son médaillon contre celui d'Harpocrate, celui avec le doigt sur la bouche, celui qui l'invite à fermer sa gueule. Un mauvais tour de la part de Méléagant? Pas vraiment, car comme il le dira à juste titre, ce n'est pas de la faute de Méléagant si Arthur en est arrivé là. C'est ma faute à moi si vous semez des pères adoptifs dans tout le pays. Parce qu'après tout, comment peut-il prétendre se battre pour la dignité des faibles alors qu'il n'a même pas été capable de rendre visite à celui qui s'était occupé de lui quand il était enfant? Méléagant lui montre simplement la vérité. Il lui ouvre les yeux sur celui qu'il était, sur celui qu'il voulait être et sur celui qu'il est devenu. Une étape essentielle avant d'arriver au théâtre fantôme où il trouvera peut-être la réponse à son mal-être. C'est quel genre, vos amis? Des comédiens? La plupart, oui. Je vous préviens, j'ai vraiment pas envie de discuter. Alors, comme on l'a vu en début de vidéo, ces gens n'existent pas vraiment. On a certainement affaire à une part de l'inconscient d'Arthur, et je pense que ce n'est pas anodin si Alexandre Astier a choisi des comédiens itinérants pour symboliser ce moment. Alors je ne vais pas m'étendre sur l'amour de la famille Astier pour les comédiens. Si vous avez vu ma rencontre avec Joëlle Sevilla, la mère d'Alexandre Astier, vous savez ce qu'il en est. Un comédien, il a que lui pour travailler. Et lui, alors son état physique, sa réactivité, mais aussi il faut qu'il arrive à résoudre un certain nombre de problèmes pour arriver à jouer vraiment. Et le fait qu'ils soient itinérants signifie qu'ils sont en voyage permanent. Ils n'ont pas de destination précise et leur vie est faite de détours. Le voyage, les détours, c'est une quête de sens, une quête de vérité, une quête de réponse. Et c'est pour ça qu'ils sont au-dessus du roi Arthur, de l'épée, du Graal et qu'ils s'en fichent complètement. Ils sont comme Méléagant, ils sont la réponse. Une réponse qu'Arthur ne connaît pas encore à ce moment-là. Une réponse que Méléagant va encore repousser à plus tard. Car la prochaine étape est un spectacle. Un spectacle que Méléagant ne veut absolument pas rater. Un spectacle auquel Arthur va prendre part. Un spectacle inconscient, empli d'images et de symboles.
Il était une fois un jeune berger qui gardait les moutons de son village, à l'image d'Arthur qui avait choisi de se battre pour la dignité des faibles. Un jour où il trouvait le temps particulièrement long, il trompa son ennui en inventant un mensonge. Tout comme Arthur qui avait tenté de se soustraire à ses responsabilités dans les bras de Mévanoui. Au fur et à mesure des mensonges, les villageois ne croient plus le jeune berger, à l'instar des chevaliers de la table ronde qui sont partis les uns après les autres. Car tout comme ce jeune garçon qui ne jouait plus vraiment son rôle de berger, Arthur ne jouait plus vraiment son rôle de héros. La morale de cette fable est que les menteurs ne gagnent qu'une chose, c'est de ne pas être crus, même lorsqu'ils disent la vérité. Mais ici, Arthur ne joue pas le jeune berger. Il joue le loup, il incarne la peur, sa peur, les conséquences de ses actes. Ce n'est pas qu'aux autres qu'il a menti, c'est surtout à lui-même. Un mensonge qui consiste à renier qui il est. Un mensonge qui remonte à l'époque de Rome, à l'époque où il faisait une pause dans les bras d'Aconia. Aconia, un prénom qui trouve peut-être sa source du côté de l'aconite, l'une des plantes les plus toxiques d'Europe, qu'on appelle aussi Tulou. Mais Aconia n'est pas responsable, c'est ce souvenir, cette promesse qui est toxique comme un poison. Aconia, elle, est innocente comme une fleur. Le seul responsable de son malheur, c'est Arthur lui-même. Le seul qui peut décider de se relever, d'être à nouveau un héros ou de sombrer, c'est Arthur lui-même. La morale de cette fable, ici, c'est qu'à force de se mentir à soi-même, on finit par se perdre au détour d'un chemin. Mais n'allons pas trop vite, car il nous reste encore un détour à faire avant de revenir à Aconia. Quand est-ce qu'on s'en va? Demain, Pourquoi pas aujourd'hui? je me trimballe pas un malade. Je suis pas malade. Vous n'allez pas prendre la route dans cet état. Faut être raisonnable. Le saltimbanque s'inquiète de l'état de santé d'Arthur, mais Arthur dit qu'il n'est pas malade, car à ce moment-là, il n'a pas encore accepté que le problème venait de lui. Encore une fois, on lui répète que ce n'est pas la faute des autres s'il n'a pas d'enfant, tout comme ce n'était pas la faute des autres s'il se met des pères adoptifs dans tout le pays. Et quand Méléagant l'invite à aller poser sa question à quelqu'un qui pourrait lui répondre, Arthur se dirige vers la tante de Prisca, celle qui à l'époque lui avait déjà donné une réponse. Mais cette fois, Prisca n'est que le fruit de l'inconscient d'Arthur, car c'est bien cet épisode qui s'intitule le théâtre fantôme. Arthur, tu es Infécond. infécond. Arthur est un fécond, pas physiquement bien sûr, puisque cette réponse vient de son inconscient, la manipulation de Méléagant n'étant qu'une représentation de sa dépression. Dans son état, Arthur est tout simplement incapable d'être père, parce qu'il se ment à lui-même depuis trop longtemps, s'interdisant d'être le héros de sa propre histoire. Alors comment pourrait-il être un héros aux yeux des autres? Comment pourrait-il être un héros aux yeux d'un enfant? Un véritable choc pour Arthur qui ne peut plus rejeter la faute sur les autres, à l'image du camp vide quand il sort de la tente. Ce voyage intérieur, ces détours, étaient la seule façon de s'en rendre compte. Arthur a sa réponse, reste à savoir quel sera son prochain voyage. Vous ne me raccompagnez pas à Camelot, n'est-ce pas? C'est pour ça que je reconnais pas la route. Parce que c'est pas là-bas que vous m'emmenez. Méléagant n'accompagnera pas Arthur à Camelot. Le voyage de la dépression est terminé. Tous ces détours étaient les étapes intérieures par lesquelles Arthur devait passer pour comprendre ce qui n'allait pas chez lui. La réponse qu'il a trouvée est la solution, mais c'est à lui de choisir ce qu'il décidera d'en faire. Quand il comprend que rien ne sera plus triste que lui, il décide d'abandonner. Et dans une histoire, c'est magnifique de pouvoir dire ça. De pouvoir dire que, et là encore je reprends les mots d'Alexandre Astier, ton sac à dos peut être trop lourd pour toi. Tu peux être découragé, baisser les bras. T'es quand même un héros. Parce que oui, Arthur abandonne à la fin du livre 5. Et pourtant, il se relève quand même à la fin du livre 6. C'est pas grave de tomber. Ce qui compte, c'est d'apprendre à se relever. Arthur a le droit d'abandonner, Arthur a le droit de ne plus y croire. Mais bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. Arthur a besoin de faire un autre voyage. Il a besoin de faire plus de détours. Et ce voyage débute là où tout a commencé. Il se rappelle de l'enfant qu'il était quand il a retiré Excalibur la première fois. Il se rappelle du héros qu'il voulait devenir avant de perdre Aconia. Ce souvenir ne veut pas forcément dire qu'il devra la retrouver elle, mais ce qui est certain, c'est qu'il devra retrouver l'homme qu'il était à ce moment-là. Son enfant intérieur, celui qui était prêt à vivre sa vie comme une aventure dont il serait le héros. Camelot premier volet n'a jamais été aussi proche, malgré ses nombreux détours, et j'ai hâte de découvrir la suite du nouveau voyage d'Arthur. Un voyage qui s'annonce encore une fois plein de détours, pour qu'enfin Arthur soit de nouveau un héros. Je suis au 36e dessous, là. Disons que vous auriez un droit de l'être.
C'est déjà ça. Cette vidéo, c'est un peu ma lettre d'amour au livre 5. Au moment où j'enregistre, il y a Alexandre Astier qui vient de sortir toutes les affiches du film, donc autant vous dire que la hype est à son maximum, mais j'avais vraiment besoin de terminer cette vidéo avant de passer à autre chose. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires, parce que c'est une vidéo qui était pas facile à écrire, et je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Quoi qu'il en soit, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et aussi à partager cette vidéo. Ça aide pas mal. J'adresse aussi un immense merci à celles et ceux d'entre vous qui soutiennent la chaîne sur Tipeee, et si vous aussi vous voulez participer, eh bien vous trouverez un lien dans la description. Et je vous attends aussi sur Instagram, Twitter ou Facebook. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Non mais si, hein, faut pas prendre ce qu'on dit au sérieux. Vous savez bien qu'on est des cons, nous.